musulman parle de l'histoire de France. Et pourquoi pas ? Je montre le patrimoine de France, j'essaie de créer des liens et des ponts entre les gens. J'arrive, cagoulé, masqué, je filme, je me barre et les renseignements ont enquêté sur moi. Non. Pour savoir qui j'étais. Bah oui. Là, avant-hier, là, je sais qu'il y a un mec qui me cherche pour m'égorger. La France, c'est notre pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Vrai, le podcast de nos engagés. Il est très engagé, il est passionné d'histoire. Vous l'avez forcément vu sur vos réseaux sociaux sous le nom de Amine le Conquérant. Bonjour Amine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Tu sais, il y a 2 règles dans ce podcast. La première chose, c'est que ça s'appelle En Vrai. Donc on se parle véritablement. En vrai, ouais. On ouvre, tu vois, les portes, les fenêtres, on se laisse aller et vraiment on parle de soi. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est notre invité qui donne le là, surtout. C'est toi qui mets tes limites. Ok. La première question, c'est on se dit tu, on se dit vous, on se dit quoi ? On se tutoie, c'est très bien. On se tutoie. Ouais, c'est mieux. Amine le Conquérant. Amine, ton engagement, il est assez incroyable sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai découvert parce que j'ai une famille qui a été passionnée d'histoire et qui a regardé tes vidéos. Et puis après, je t'ai découvert aussi en tant que journaliste avec toutes les insultes que tu t'es pris suite à tes vidéos. Mais ça, on va en parler. Comment est-ce que cette passion pour l'histoire de France, les châteaux de France, commence ? En fait, moi, j'ai commencé dans l'acting, j'étais acteur et j'avais été pris pour être une silhouette dans une série anglaise qui s'appelait Merlin en 2010. Et je pensais que ça se tournait en Angleterre. Mais en fait, non, il y a une partie qui se tourne en Angleterre et une partie qui se tourne en France, notamment au château de Pierrefonds. Et le château de Pierrefonds, la première fois que je le découvre, en fait, je traverse la forêt et là, il se dévoile devant moi. Et c'est incroyable, tu sais, on dirait un peu le château des princesses, des chevaliers. Et là, je me dis, attends, il y a ça en France ? Je pensais que c'était que dans les dessins animés, tu vois. Et là, je passe l'année là-bas, je passe 1 an de tournage là-bas. Et là, je me dis, mais en France, il doit y avoir d'autres châteaux comme ça, c'est obligé. Et je commence à m'intéresser, tu vois, et à essayer de voir quel autre château est aussi beau en France. Mais en fait, je me rends compte tout simplement qu'on a les plus beaux châteaux du monde et qu'on a le pays où il y en a le plus au monde. On a, je crois, 40-45 000. En deuxième position, on a l'Italie qui n'en a que 20 000. Tu vois, c'est vraiment, on est loin devant. Et là, il se passe 10 ans où je fais mes trucs, je me forme à la vidéo, je deviens réalisateur, tout ça et tout. J'ai mes diplômes, mes journalistes et tout. Et là, je reviens à mes premières passions. Je me dis, attends, mais les châteaux de France, franchement, c'était bien. Je fais mes visites tout seul. Je visite tout seul les châteaux. Des amis viennent avec moi. Ils commencent à me dire, ouais, Amine, c'est pas possible, tu peux pas laisser ça comme ça, c'est du gâchis, il faut que tu le partages aux gens. Et je voulais pas, moi, au début. Non. Ils m'ont dit, si, Amine, il faut que tu partages. Et là, on a commencé à filmer avec mon drone et ça et tout. Et la mayonnaise, elle a pris directement. C'est ça qui est incroyable, ça a pris direct, en fait. C'est incroyable. Comment tu fais dans cette période, dans ces 10 années, pour te documenter, pour t'informer, pour t'instruire surtout ? Parce que tu connais les moindres détails de l'histoire du château. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu fais pendant ce laps de temps ? Qu'est-ce que ça nécessite chez toi ? C'est quoi l'engagement à ce moment-là ? Bah, en fait, en fait, tout le monde peut le faire vraiment. La différence entre moi et les historiens, que c'est leur métier, ils vont s'intéresser à des choses particulières du château, l'histoire, vraiment dans l'ensemble. Moi, non, je m'intéressais aux petits détails, tu vois, comment c'était les toilettes, comment ils faisaient pipi, caca, tu vois, et c'est ça que les gens aiment, parce qu'on est tous comme ça, tu vois, ok, tu veux nous parler de l'histoire, bah, tout le monde en parle, mais tu vois, tel roi a trahi sa femme, telle femme a trompé son mari, et elle l'a empoisonné, tu vois, ces petites histoires-là, qui font que nous, on va se passionner, s'intéresser, et moi, c'est ce que je déplore, malheureusement, c'est ce que j'aurais aimé apprendre dans les cours, tu vois, d'histoire au collège, au lycée, tu vois, ces petites histoires qui vont nous donner envie de nous intéresser à la grande histoire de France, tu vois. On rembobine un peu ? Yes. On rembobine. D'où est-ce que tu viens ? C'est quoi ton enfance ? Elle est comment ta scolarité ? Dans quel schéma familial est-ce que toi tu grandis ? Moi, je suis né à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, et j'ai grandi à Cergy. J'ai fait toute ma jeunesse, ma scolarité à Cergy. À l'école, en primaire, ça se passait super bien. J'aimais trop l'école. J'aimais vraiment apprendre, les profs, les maîtresses, les maîtres, j'aimais beaucoup ça. Après, au collège, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce que tu n'es plus dans ton quartier, tu n'es plus avec tes petits potes d'enfance. Tu arrives au collège, tu as plusieurs quartiers qui se mélangent et c'est beaucoup les embrouilles, les bagarres, qui veut tester qui est le plus fort et tout. Et là, je commence à décrocher un petit peu, mais voilà, je reste quand même un petit peu, mais ça commence à décrocher. Après le lycée, j'ai tous mes potes qui partent en
en BEP, CAP et tout. Et moi, je suis l'un des seuls qui part en littéraire. Tu vois, je fais L après en première. Et il n'y avait que des meufs dans ma classe. C'était le seul point positif. Et voilà. Et après, j'ai vite décroché parce que je m'ennuyais en cours, ça ne m'intéressait pas. Je suis quelqu'un où moi, c'est très compliqué le par cœur. Il faut apprendre par cœur, je déteste ça. Moi, j'ai besoin de sensations, j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin d'expérience, j'ai besoin de découvrir, d'apprendre des choses. Tu viens, tu me dis que je vais être le meilleur de la classe parce que j'ai appris un texte par cœur ou j'ai appris des calculs. Non, moi, ça, tu m'as perdu. Tu vois. Ça faisait pas de sens pour toi? Ça n'a pas de sens et ça sert à rien. Tu vois, il y a plein de choses dans l'éducation nationale. Je vais me faire insulter, je pense, mais il y a plein de choses qui servent à rien. Tu vas faire de la flûte, je suis désolé, mais... Qui fait de la flûte? Maintenant, on est combien surtout les gens qui ont fait leur scolarité normalement, on est combien à faire de la flûte, tu vois? Ça, utiliser un compas, une équerre, franchement, la vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Ça m'a servi à rien. J'aurais plutôt aimé apprendre d'autres choses, aimé à les relations sociales, comment me comporter avec les gens, aimer, je dis n'importe quoi, à créer une entreprise. Tu vas devenir auto-entrepreneur. Tu vois, toutes ces petites choses-là, et qu'on me parle un petit peu des émotions, un travail sur mes émotions, comment gérer mes émotions. Tu vois, c'est des trucs que je pense qu'il devrait être intégré dans l'éducation nationale, dans le système scolaire. C'est dommage, ça manque. Vous commentez, vous débattez, vous partagez, vous nous dites ce que vous en pensez, vous posez vos questions à Amine le Conquérant. Avec plaisir. Sur En Vrai, le podcast de nos engagés, parce que c'est votre outil, utilisez-le. Donc à ce moment-là, voilà. Il y a tout ce côté, tout ce pan, il y a ta nouvelle vie d'adulte qui commence, et déjà on voit que ton engagement il est différent du reste de tes potes, de ce que tu nous expliques. Tu cherches du sens. Ouais, j'ai pas les mêmes passions. On a un truc qui nous rassemble, c'est le foot. On aime tous le foot. Mais dans d'autres trucs, je suis très différent de mes potes. Ouais. On est sur plein de choses. J'aime lire des livres, j'aime regarder des pièces de théâtre, tous ces petits trucs-là, tu vois, qui faisaient qu'on était différents. Mais on se respectait, on s'aimait, on traînait ensemble, bien sûr. Dans quelle famille est-ce que tu grandis? Nous, on est une famille d'origine marocaine. On vivait dans une résidence pavillonnaire dans le quartier du Bontemps à Cergy. J'ai 3 grandes sœurs et un petit frère. On a eu une enfance tout à fait normale. Et mon père mécanicien et ma mère assistante maternelle. Et voilà, on a fait nos études normalement. Et après, chacun a appris sa voie différemment. C'est une famille aimante. Oui, voilà, ouais. Qui t'accompagne. Qui m'accompagne. Surtout, mon père nous a appris à aimer... la France, il nous a appris à aimer les produits français. C'était un amateur de fromage. Son père était cuisinier. C'est un amateur de fromage, de bonne bouffe et tout. Et il cuisinait très très bien, mon père. Et il nous a donné le goût d'aimer la France, d'apprendre à connaître la France. Je pense que ça a commencé par là. C'est quoi pour toi aimer la France aujourd'hui? Et c'est quoi la France que toi tu aimes? Moi, la France que j'aime, c'est la France... En fait, la France est une mosaïque d'origines, de couleurs, de religions. Et c'est ce qui fait notre force par rapport à beaucoup de pays dans le monde. Tu vois ? Et je pense que malheureusement, certains s'en servent pour nous monter les uns contre les autres. Mais ça, je te le dis clairement, bientôt ce sera terminé. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu ringard et has-been d'être raciste. Parce que tu es au milieu de gens qui demandent qu'une chose, c'est de vivre heureux, tout simplement. Tu sais, je reçois beaucoup de messages de gens qui votent pour le RN, qui me disent « Amine, nous, on vote l'extrême droite, mais on kiffe ce que tu fais, tu vois. Comment tu rends hommage à la France et tout, on aime ça. » Il y a une minorité, bien sûr, qui n'aime pas, mais je pense que de plus en plus de gens, même des blancs de souche, français de souche, même si j'aime pas ce terme-là, non, en fait, on est content qu'un musulman parle de l'histoire de France. Et pourquoi pas? Un rebeu parle de l'histoire de France. Il est français. Je suis né en France, je suis français. Tu vois, moi, j'ai vécu toute ma vie en France. Et le Maroc, j'y vais j'y vais une fois par an l'été, tu vois. C'est vrai que je pourrais pas vivre toute l'année au Maroc. Je suis français. T'as la double nationalité? J'ai la double, ouais, bien sûr. Et toi, dans ton cœur, t'es français? Je suis français et en fait, j'aime les deux pays. J'aime la France et le Maroc, mais j'ai grandi, je suis habitué à vivre ici. Mais oui. C'est des petits détails là, sur la bouffe, sur les rues, les paysages. J'ai grandi ici, je suis habitué ici. Je peux aller au Maroc quelque temps, mais je peux pas y vivre toute l'année. Malheureusement, c'est pas possible. Ton père, il arrive quand, lui, en France? Mon père, il arrive dans les années 80 en France. Quand on arrive dans les années 80 en France, dans la tête de ton papa qui aime cette France, qui la valorise, tu nous as dit qui aime la bonne bouffe, qui aime la culture à la française, comment ça se passe pour lui dans les années 80? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, mon père ne voulait pas venir en France. C'est ma mère. Ma mère, elle lui a fait du chantage. Ah ouais? En fait, mon père, il était fou amoureux de ma mère.
et elle lui a dit, tu veux te marier avec moi, tu m'emmènes en France. Parce qu'en fait, à cette époque-là, au Maroc, on avait cette image de la France, c'est un pays où l'argent coule à flot, il pleut des billets et tout. Et elle a vite déchanté quand elle a vu des premiers SDF à Paris. Tu vois, elle se dit, ah, c'est ça la France, en fait. Tu vois, elle s'est vite rendu compte qu'en fait, c'est pas ce qu'on leur racontait au bled. Et bon, après, ouais, s'ils étaient contents d'être en France, tu vois. Et on a grandi, nous, je pense qu'il y a beaucoup de familles marocaines, africaines, je pense, qui ont grandi avec cette idée-là. Nos parents nous ont mis dans la tête on vit en France, on est marocain, on vit en France, mais qu'à n'importe quel moment, on peut sauter. Chaque élection, mon père, il nous menaçait. Ah, Jean-Marie Le Pen, il va passer, préparez vos bagages. Mais non. Ah non, on a grandi avec ça. Ah ouais, moi j'étais prêt, toujours dans ma tête, j'ai grandi avec ça, tu vois. Mais non. On va bientôt bouger, tu vois. C'est incroyable, hein. Mais il y a beaucoup de familles qui ont grandi comme ça. Et tes parents, genre, ils faisaient les valises et tout presque? Non, ils les faisaient pas, mais mon père, il était persuadé. Il arrivait, il faisait les 100 pas dans le salon, les mains dans le dos. Starting block. Ouais, préparez-vous. Là, c'est chaud. Là, tu sais, je me rappelle, c'était quand en 2002 qu'il y avait Chirac face à Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Ça choquait tout le monde. Ça y est, mon père, il en pouvait plus. Ça y est, on va partir. Genre, en gros, pour lui, il pensait que les Le Pen pouvaient nous expulser tous les étrangers de France vers notre bled, tu vois. Et moi, moi, j'étais en panique. J'ai dit, non, moi, je veux rester en France, tu vois. Bah, c'est ton pays en même temps, hein. Bien sûr, on a grandi là, on est né là. On se voyait pas aller vivre dans un autre pays, malheureusement. Donc ça, c'est l'histoire de ta famille qui te berce. C'est comme ça que tu grandis. Toi qui aimes la littérature, la musique, les films, l'histoire. Qu'est-ce qui se passe après ton bac? C'est là que ça commence à... Tu switches. Qu'est-ce qui se passe dans ton engagement quotidien, même dans le fait d'assumer toi qui tu es et ta différence? En fait, je pense vraiment qu'à ce moment-là, le système scolaire m'a un petit peu détruit parce que j'avais plus du tout envie d'aller en cours. Du coup, je me suis fait virer avant le bac. La principale a convoqué mes parents. Elle leur a dit, écoutez, c'est simple. Amine, si vous voulez qu'il passe le bac l'année prochaine, soit on le vire là, on est au mois de juin, soit on le vire là, soit cet été, il fait un passage en hôpital psychiatrique et après, on le reprend pour le bac. Mais non. Elle dit ça devant mes parents. Ma mère, elle se met à pleurer. Je dis, non, vous pouvez pas faire ça. Et qu'est-ce qui a motivé ces mots, d'après toi? Parce qu'en fait, je venais en cours, j'avais des bonnes notes, mais je foutais rien. Je m'en battais les steaks. En fait, ça m'intéressait pas. Je m'ennuyais. Je m'embrouillais avec les profs. Tu vois, il y en a beaucoup de jeunes dans mon cas. Il y en a beaucoup qui ont des capacités, qui ont un talent, mais qui vont être gâchés à cause du système scolaire qui est mal foutu. Tu vois, on va leur imposer des choses à faire. Moi, littéraire, j'ai choisi, mais par hasard. Tu vois, oui, ok, littérature, on va lire des livres et tout, mais c'était juste pour pas aller en BEP, tu vois. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être détruits à cause de ça, à cause d'une mauvaise orientation scolaire. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé dans un premier temps. Dieu merci, j'ai pu me rattraper après, me sauver grâce à la vidéo, le cinéma, les châteaux et tout. Mais combien de jeunes n'ont pas ma chance, tu vois? Et voilà, après, je quitte le système scolaire, c'est la rue, les bêtises, les conneries, la police. Vraiment? Ouais, bah oui. Et on n'a pas d'autre choix, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On est là, on se retrouve au quartier, l'argent facile, on voit les copains qui se font de l'argent facile, nous on galère, on s'est fait virer de cours, les parents qui nous mettent la pression, du coup à la maison, ambiance tendue, on passe plus de temps dehors avec nos potes qu'avec nos familles. Tout ça, c'est un engrenage, un mélange qui se fait dans nos têtes qui fait que oui, à un moment donné, tu dérapes. C'est quoi le déclic? Pour plus déraper, pour sortir de cet engrenage? C'est ta mère qui te parle, ton père qui te met la pression, toi qui prends conscience, c'est quoi? La tête, elle tape contre le mur bien fort. C'est quoi ce jour-là, tu t'en souviens? Oui, je me suis fait arrêter en 2007. Je me suis fait arrêter en 2007 par la police sur le quai de la gare. Il y avait tout qui m'attendait là-bas, avec la brigade des stupes, la police ferroviaire, le GIGN, l'armée. Ils m'attendaient tous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait arrêter. Je suis allé à la Souricière. J'ai été jugé là-bas, à Paris. Et en fait, ce qui m'a aidé, qui m'a sauvé, c'est que la juge, tu passes devant deux juges. La première juge, elle a demandé mon incarcération immédiate à Fleury-Mérogis. Et la deuxième juge a dit non, on lui laisse une chance. Interdiction d'Île-de-France pendant 2 mois. Pendant 2 ans, pardon. J'étais interdit de France pendant 2 ans. Et si tu as de la famille en dehors de Paris qui peuvent t'héberger, tu y vas et on ne veut plus voir ta tronche à Paris jusqu'au jour du jugement. Ok. L'enquête a duré 2 ans. Je suis sorti et c'est là où j'ai appris à dire en fait, la France, c'est pas que notre quartier. En France, la France est bien plus belle et bien plus grande. Tu découvres des villes,
J'ai fait le tour de France, j'ai découvert des villes, des gens, je dis waouh, si c'est beau la France. Et en fait, c'est ce que je dis aux jeunes, c'est que rester dans son quartier, ça ne nous aide pas. Tu vois, c'est un petit peu le syndrome de Stockholm. Tu vois, c'est notre quartier devient une prison à ciel ouvert qu'on aime et qu'on ne veut pas quitter. Tu vois, et on ne s'en rend pas compte. Et c'est ce qui m'a aidé, moi, le fait de partir. Mais Amine, est-ce qu'on a toujours le choix de pouvoir partir? Non, malheureusement. Là, ça s'est fait dans la douleur. Ça s'est fait dans la douleur, j'avais pas le choix, mais malheureusement, oui, on n'a pas le choix. Il y en a qui restent malgré eux et qui finissent mal. J'ai des petits de mon quartier que je croisais, là, et quelques autres que je croisais, je leur disais, qu'est-ce que vous faites là? Qui vendent de la drogue, je leur disais, partez. C'est des petits jeunes, ils sont là en train de faire les guetteurs pour des dealers, ils sont encore en train de regarder des dessins animés sur leur téléphone portable. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ils ont quel âge? Je sais pas, c'est des jeunes, ils sont quoi, 13, 14 ans. Et ben alors, je leur ai dit que ça va finir mal. Et il y en a qui ont mal fini, malheureusement. Ouais. Du gâchis, c'est du gâchis. Ils ont gâché leur vie, leur jeunesse. Il y a ce moment dans ta vie où finalement tu nous parles, tu fais de l'acting, tu reprends ta vie en main, etc. Puis tu te mets à la vidéo, tu t'instruis et tu commences à faire tes vidéos. C'est quoi la toute première vidéo que tu as filmée et qui a marché? C'est quoi ce point de bascule qui te fait prendre une direction tout à fait particulière dans ta nouvelle carrière? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je tournais dans la série Merlin, j'étais très curieux. Et il y avait les réalisateurs qui tournaient, et nous, quand on finissait nos prises, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans l'acting, c'est 70% d'attente et 30% de tournage. 70%, on est là en train de galérer, on attend avec nos téléphones portables. Ouais. Et moi, je voulais pas rester à galérer avec les gens. Je restais à côté des réalisateurs, je les regardais en train de travailler, ça m'impressionnait, les caméras, ils se parlaient en anglais. Oh, girlfriend, je dis, wow, c'est incroyable, on se croit resté, tu vois. Et au bout de plusieurs jours, il y a un des réalisateurs qui me dit... en anglais, il me dit, pourquoi tu restes là toujours à côté de moi? Je dis, I want to learn, I want to see you, what... Tu vois, je commence à lui bricoler un truc en anglais. Et il me dit, come on, viens. Et il me laisse à côté de lui, toute la journée. Je suis là, je regarde les caméras, Génial. et il prend le temps de m'expliquer. Tu vois, la transmission, comme elle est importante, transmettre le savoir. Génial. Il m'a transmis sa passion pour la vidéo, tu vois. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose à faire. L'argent de mes cachets, je ne vais pas le dépenser, je vais acheter une caméra et je vais tourner des vidéos avec les mecs de mon quartier. Mais non. Ouais, on tourne des vidéos. Mais c'est n'importe quoi, on se chiait de rire dessus tellement c'était marrant. T'avais le caméraman tellement il rigolait, il tremblait, tu vois. Et on s'est dit, bah, c'est marrant, ça nous fait rire, mais qu'est-ce que ça vaut auprès d'un public? Venez, on met ça sur YouTube, à l'époque il y avait Dailymotion et tout. Et on met ça et ça commence à faire 100 000, 200 000, 300 000 vues, 2 millions, ça fait des millions de vues. C'est incroyable. Je te parle de ça, c'est les années 2009-2010, tu vois. Incroyable. On est précurseurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Carrément, les gens nous reconnaissent dans la rue. Je dis, les gars, attendez, pause, venez, on fait quelque chose. Venez, on en fait vraiment un truc sérieux, on se met vraiment à fond dedans. Je m'occupe de scénariser, d'écrire le scénario, de filmer, de réaliser. Et vous, l'acting, et vous êtes sérieux. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir gérer cette notoriété-là. J'ai beaucoup de mes potes qui sont partis en vrille à cause de ça, qui utilisaient cette notoriété-là pour draguer des meufs, pour aller en chicha, pour aller en boîte de nuit et tout. Je dis, les gars, vous avez rien compris. Ça fait des histoires, ça fait des embrouilles. Je dis, vous êtes sûr? Ok, moi je quitte. Et je suis parti, j'ai quitté la région. Je suis parti faire des études de cinéma et de journalisme dans le sud de la France, à côté de Marseille. Nouvelle vie. Nouvelle vie. C'est reparti. Je voulais partir, ouais. Et je pouvais plus rester là. Ça m'a mis en dépression de voir tout ça, tu vois. Ça faisait beaucoup d'embrouilles. Et je voulais me rapprocher de Marseille pour Plus belle la vie. J'étais fan de Plus belle la vie. Pour travailler là-bas, faire mon stage là-bas. Je suis arrivé, j'ai à mon école de cinéma. J'ai dit, moi, mon premier stage, je vais le faire à Plus belle la vie. Ils m'ont pris direct, Plus belle la vie. C'est pas vrai. Et après mon école, ils m'ont embauché. T'as eu tellement de vie, Ouais. déjà. Tellement de vie. T'es tout jeune encore. J'ai 39 aujourd'hui. T'es jeune encore. Ouais. C'est incroyable. Plus belle la vie qui te prend. Ouais. Ça commence, journaliste, ton école, bah, tu sors de là. Et tu commences tes vidéos sur les châteaux à ce moment-là? Non. J'ai eu mon diplôme avec mention et ils m'ont pris à Plus belle la vie. Je travaillais 4 ans là-bas. Et en fait, moi, j'aime relever des défis, j'aime me donner des défis à moi. Mais Plus belle la vie, c'est fait, c'est acquis, j'ai envie de faire quelque chose. Je travaille à scène de ménage sur M6, le concurrent. Allez. Et je suis pris à scène de ménage, du coup, je suis le seul mec qui fait les deux tournages en même temps. C'est des programmes qui sont en concurrence et je bosse sur les deux en même temps, tu vois. Et après, j'en avais marre de faire des vidéos pour les gens et tout. C'est là que j'ai commencé à faire mes propres vidéos sur les réseaux, avec des influenceurs, avec des créateurs de contenu. Je commence à filmer des rappeurs. Il y a des rappeurs qui me font confiance, notamment le rappeur Seth Gecko qui me fait confiance. Et il m'ouvre la voie. En fait, il me présente beaucoup de célébrités. Il me présente des rappeurs, d'autres rappeurs tels que Sadek, La Fouine et tout. Et je commence à faire des vidéos avec eux. Et là, je me dis, ouais, il y a quelque chose à faire. Tu vois. Et je me dis, eux, pourquoi pas moi? Je fais des vidéos avec l'influenceur Ibra TV qui fait des millions de vues et tout. Je fais des caméras cachées avec lui.
on se fait arrêter par la police, c'est des trucs de fou. Et je me dis, attends, mais pourquoi moi je pourrais pas faire un truc comme ça? Tu sais, on fait une caméra cachée ensemble où je m'habille en policier et je viens pour l'arrêter et tout ça. Bref, c'est aller sur YouTube la vidéo. Et la caméra cachée elle tourne tellement que les gens parlent de moi même au Maroc, tu vois. Un youtubeur, alors que c'était pas moi l'acteur principal, c'est Ibra, tu vois. Et là je me dis non, il y a quelque chose à faire. Et là, tu te cherches, tu vois. Quand tu vas te lancer sur les réseaux sociaux, tu te dis pas tiens, je vais faire les châteaux directement. De quoi je vais parler? Oui, tu cherches ton ton, tu cherches la voix, le petit truc en plus. C'est ça, qu'est-ce que moi je peux faire? Je vais pas aller filmer, me foutre à poil comme tout le monde pour faire du buzz, aller filmer mes fesses, filmer ma meuf en train de dormir le matin, lui renverser le truc dans la gueule, pour faire rire. Non, je voulais pas m'afficher comme ça, je préfère faire un truc sérieux. Donc je commençais à donner des cours, parler des vidéos, comment filmer, les caméras. Moi je suis un passionné de caméras. Tu vois, je suis arrivé, j'ai snipé directement les caméras. Je suis un c'est passionné vrai? Ah oui, moi le matos, les lumières, tac, je repère tout, tu vois. Je commençais à parler de ça commence à prendre, mais timidement. Là, je dis, vas-y, c'est quoi, je m'en fous, je me prends pas la tête, je vais filmer les châteaux. Je commence à filmer. Et là, la mayonnaise, elle prend direct. Incroyable. Ça prend. Mais, je sais pas si toi, ça te l'a fait, la première fois que tu t'es filmé, que tu t'as parlé devant la caméra, c'était dur de s'entendre et de se voir. Je me rappelle la première vidéo, je dis à mes potes de filmer, je suis devant le château de Roch Tayad, tu vois. C'était avant que je mette en avant le drone. Le drone a permis je me cache derrière. Oui, de te détacher voilà, un peu de l'objectif. Il faut un accessoire. Oui, là, oui, c'est le drone. tu prends de la hauteur. C'est ça, exactement. Et j'ai commencé par filmer avec la caméra. Je vais filmer face caméra. Bonjour, alors bienvenue au château de Roch Tayad. Et je regarde, je dis, putain, c'est de la merde. Comment je fais pitié, j'y efface. Et ça m'a pas plu, tu vois. Ma voix dégueulasse, ma dégaine, nul lâché. Et après, je me suis dit, je vais faire ça avec mon drone, je vais pas montrer ma tête. Je filme les châteaux de France. Ouais. Parce qu'il y a un pote à moi qui me dit, Amine, tu sais qu'il y a un pote à moi, il filme les châteaux de France avec son drone, et les châteaux, il l'invite partout. Il y va, il dit, ouais, ben venez filmer mon château. Et il y allait avec sa copine, il tapait des week-ends gratuits dans les châteaux. J'ai dit, mais moi, je vais faire ça. Genre, tu travaillais pour le mec qui tenait le château, en fait. Ouais, voilà, exactement. Mais sauf que la différence, c'est que moi, j'étais rebeu, tu vois, donc ça passait un peu moins bien. Alors ça, on va en parler. Ouais. Vous commentez, vous débattez, vous partagez, vous nous dites ce que vous en pensez, vous posez vos questions. En vrai, le podcast des engagés, c'est votre outil, c'est votre podcast. Et je me dis, mais je vais faire ça moi aussi. Et je commence à filmer les châteaux, mais sauf que lui, il faisait des petits châteaux dans lesquels c'est des maisons d'hôtes, ils organisent des mariages, tu sais, pour pouvoir gratter des trucs. Moi, non, moi, c'est direct Versailles, moi. Chambord, Versailles, j'attaque. J'ai rien compris à la DA, tu vois. J'y vais comme ça, tu vois. C'est extraordinaire. Et je filme, et je crois que c'est le château de ma daronne, tu vois. J'y vais, je suis comme ça. J'ai demandé les autorisations au début. Attention, j'ai pas fait n'importe quoi. On est en août 2024. Ouais. Je demande sur Instagram toutes les autorisations au château. Ils disent OK. Ils me recalent tous. Ah, ils disent non? Ah non, ils me recalent. Bah oui. T'es qui, toi, frère? Qu'est-ce que tu veux avec ton drone? D'où tu sors? Amine, en plus. Amine Kassid, qu'est-ce que tu veux? Ils me recalent tous, sauf un. Respect à vie, le château du Haut-Königsbourg en Alsace. Ils m'ont dit oui. J'ai dit non, eux, je les aime, tu vois. Après, dis-toi spécial dédicace aujourd'hui. Dédicace, château du Haut-Königsbourg, allez-y, franchement incroyable, très très beau. Et je l'ai fait, je l'ai filmé, ils m'ont accueilli vraiment comme un roi, mais longtemps après. On est en août quand je fais ça, et tout le monde me recale, même Versailles, ils me recalent, ils me disent non, on veut pas de collab, on veut rien du tout. Et il aura fallu, tu vois, août 2024, février 2025, là, j'ai dit allez hop, laisse tomber, j'en ai marre d'attendre après les gens. J'y vais avec une amie à moi, Océane. J'y vais, je dis, tu surveilles que la police ne vient pas. Et moi, j'étais cagoulé, masqué. Je sors mon drone au château de Chantilly, je commence à filmer. Et je fais la vidéo. Je rentre chez moi. Il faisait froid, je me rappellerai toute ma vie. Il faisait un froid incroyable. J'avais les doigts congelés, tu vois. Je fais le montage, je balance sur les réseaux sociaux. Et j'envoie un message d'excuse. Pardonnez-moi, je sais que vous ne vouliez pas que je filme le truc. Voilà, la vidéo, elle est pour vous. Je ne demande pas d'argent. Faites-en ce que vous voulez. C'est pour votre communication. Je fais ça avec Chantilly, Écouen, et j'enchaîne. Je fais quasiment tous les châteaux du 78. J'arrive, cagoulé, masqué. Je filme, je me barre. J'envoie un message d'excuse. Je poste sur les réseaux sociaux. Et là, les gens me disent, Amine, tes vidéos sont top. Genre, je fais des 5 000, 6 000, 10 000 vues. Mais nous, ce qu'on veut, c'est toi. On veut voir les coulisses, comment tu te prépares, raconte-nous. Et là, je commence à le faire avec le château de Pierrefonds. Je me filme, je prends mon drone, je raconte. Tu vois, je suis pas face caméra, je suis avec mon drone. Alors là, j'ai filmé ça. Alors là, le château, il a été construit, nanana, le cardinal de Richelieu, nanana, Napoléon. Tu vois, et là, ça commence à prendre. Et là, la mayonnaise, elle prend. Elle prend tellement que j'avais un ordre à faire. Je devais faire les châteaux et finir par le Graal Versailles. Tu vois, l'apothéose. Mais je me suis dit, non.
quand je demande l'autorisation au château, personne ne me respecte, personne ne me prend au sérieux. Mais le jour où je vais faire Versailles, la donne, elle va changer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je fais Versailles avec mon drone et je me rends pas Même mode, cagoulé, etc. Exactement. Sauf que là, je n'étais pas cagoulé parce que là, c'était gris et Versailles cagoulé. Tu peux pas rentrer. C'est Il mort. t'arrête avant même. C'est mort. Ok. Je fais Versailles sans me rendre compte de la gravité de ce que je fais. Versailles, tu fais pas ça comme ça, tu vois. Tu m'étonnes. Autant chantier, comment, ok, pourquoi pas. Et Versailles, tu rentres pas comme ça. Ce qui fait que je fais Versailles, je filme, et je raconte l'histoire du château, je m'assois, normal, tu sais, comme si de rien n'était. Et pareil, je diffuse la vidéo, j'envoie un message d'excuse, et je sors la vidéo et tout, et là, ça commence à prendre. Et je balance le making-of, comment je raconte l'histoire. Alors, Versailles a été construit, avant, c'était un pavillon de chasse de Louis XIII, Louis XIV, son fils, en a voulu en faire la plus grande demeure, voilà le prestige, je raconte l'histoire et tout. La vidéo commence à prendre 100 000 vues, 1 million de vues. Le château de Versailles voit la vidéo. Ils me disent rien. Parce que normalement, Versailles, quand tu fais une vidéo comme ça au drone, T'attaques, non? soit ils t'attaquent, soit ils t'envoient un message, ils te disent supprime. Quelques temps plus tard, une femme qui bosse là-bas m'a dit Amine, si t'ont rien dit, c'est qu'ils ont aimé la vidéo. Et là, je reçois un message d'un mec de la sécurité de Versailles qui me dit Amine, le jour où tu as sorti ton drone ce jour-là, le service de sécurité et l'armée, on t'a cherché partout. Mais on t'a pas trouvé. J'ai réussi à. En fait, je me déplaçais à chaque fois sans le savoir. Je savais même pas que c'était interdit, tu vois. 007. Ouais, de ouf, carrément. Mais sauf qu'après, j'ai eu beaucoup de problèmes. 1 an plus tard. Ah oui? Ouais, et les renseignements ont enquêté sur moi Non. pour savoir qui j'étais. Bah oui, un rebeu qui arrive avec un drone au-dessus de Versailles, frère. Obligé. Et comment je l'ai su? C'est toi qui le dis. Ouais, non, mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Comment je l'ai su? Un jour, je vais dans un resto, il y avait un tournage, et il y a un mec qui m'arrête à la sortie du resto, un grand baraque, le mec, une armoire. Il me dit, c'est toi, mais le conquérant? J'ai dit, ouais. Ça, j'étais content, on me reconnaît, tu vois. Alors que j'aurais pas dû, tu vois. Il me dit, oui, c'est toi, mais le conquérant? Je dis, ouais, c'est moi. Il me dit, tu sais qui je suis? Je dis, non. Il me dit, moi, je travaille à l'armée. Je suis réserviste à l'armée, et je travaille aussi pour les renseignements. Et il me sort son téléphone, il sort plein de photos de moi. Il me dit, on a enquêté sur toi. J'ai fermé le dossier parce que je sais ce que tu fais maintenant. Mais on a enquêté sur toi suite à la vidéo de Versailles. Choqué. J'étais choqué, j'étais pas prêt, tu vois. À partir de là, je savais qu'un jour, les gendarmes allaient venir toquer chez moi pour Versailles. Ça a été le cas? Non, ils ont été plus gentils. Ils ont été plus gentils parce qu'en fait, suite à ça, ma petite notoriété sur les réseaux, ça a créé de la jalousie pour certaines personnes qui filment les châteaux avec leurs drones. Ils m'ont dit, pour qui tu te prends? Encore les mêmes, les rebeux, les renouaux de quartier, partout où vous allez, vous foutez la merde, tu vas cagouler, filmer les châteaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dénonce auprès de la DGAC. Qui c'est qui te dit ça? Un mec qui filme un comme mec, toi. exactement. Tu vas pas le balancer là, hein? Hein? Si, je le balance, il s'appelle French Baroudeur. C'est pas bien de parler comme ça aux gens. On balance. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Il te dit ça, toujours les mêmes. Ouais, toujours les mêmes. Et il me dit ça, et du coup, et un jour, il y a le château de Guédelon. Je vais pour demander l'autorisation. Je me dis, allez, je vais être en règle. Dans un château de Guédelon, ils me disent, on veut bien que tu viennes filmer, mais demande l'autorisation à la préfecture. Je demande l'autorisation à la préfecture. La préfecture transmet ma demande à la DGAC. Je fais une erreur lorsque je demande mon autorisation. Du coup, on s'appelle au téléphone avec la DGAC. Oui, vous inquiétez, trop gentil. Vous inquiétez pas, monsieur Cassid, il n'y a pas de problème. Nanana. Oh, je vais vous aider à remplir la demande. Et là, il me dit, attendez, monsieur Amine Cassid, mais vous êtes connu dans nos services, vous? Je dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, c'est vous qui avez fait le château de Versailles? Je dis, ouais. Il me dit, vous savez que vous êtes une star chez nous? Je dis, ouais, parce qu'on vous cherche, ça fait un moment, là, ce que vous avez fait par rapport à Versailles. Je dis, oh là là. Et franchement, trop gentil. Elle m'a dit, en fait, vous avez été dénoncé par ce gars. Ah. Et du coup, nous, on est obligé de transmettre la dénonciation à la gendarmerie des transports aériens. D'où l'enquête, etc. Non, ça, c'est encore une autre enquête. Ça, c'est encore une autre. C'est une autre enquête. Je dis, s'il vous plaît, madame, parce que vous pouvez faire tarder le dossier, mettez mon dossier en bas de la pile. Franchement, elle était trop gentille. Elle m'a dit, ouais, malheureusement, on ne peut pas. Ce que vous pouvez faire, et retirer la vidéo de Versailles des réseaux sociaux. Je dis, madame, je ne peux pas la faire. Pour toi, c'est des millions de vues. Ah ouais, c'est mort. Et puis, c'est ce qui te permet. Et puis, c'est ce qui te permet de continuer ton taf. Mais c'est la porte, tu vois, la clé de exactement, quand j'arrive, moi, demander l'autorisation d'un château, ça m'arrive avec Pierre Fond, et je dis, bonjour, je veux filmer votre château. Quoi? Comment? J'ai fait Versailles. Tac. Ah oui, tapis rouge, venez. Vous voulez manger quoi? Couscous, un grec? Tu vois ce que je veux dire? Là, on te regarde différemment, tu vois. Et là, le gars, voilà, je suis dénoncé. Le gars, je le contacte, je lui dis, mais tu m'as dénoncé. Il m'a dit, écoute, je retire ma plainte si tu bosses pour nous. Le mec, il me fait du chantage, il s'est pris pour la mafia. Je dis, oh là là, alors toi. Et qu'est-ce qu'il fait?
il appelle les châteaux. En fait, moi, je mettais dans quel château j'allais. Il appelle les châteaux pour me dire attention, ce gars va venir filmer chez vous. Mais Appelle non. la police, tu vois. Quand ça faire des trucs comme ça. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Bref, le temps passe, je continue à faire mes vidéos. Et à chaque fois, maintenant, il se fait recaler les châteaux. Il dit, oui, on a tourné avec Amine Kassite, ça s'est super bien passé. Il est gentil, carré, professionnel. Les vidéos font des vues. Il nous a fait un travail magnifique. Il n'a pas demandé d'argent. Et le mec, il comprend pas. Ça le tue de savoir ça. Parce qu'eux, ils se font payer. Hein, quand Oui. ils font les vidéos des Oui, châteaux. oui, oui, oui. Ouais. Ils se font payer. Mais moi, je fais mieux qu'eux et gratuit. Donc, je commence à les énerver un petit peu. Du coup, suite à ça, le dossier est transmis à la gendarmerie des transports aériens. Ils sont obligés de faire leur boulot. Du coup, ils appellent tous les châteaux que j'ai filmés. Ils transmettent le dossier au parquet. Le parquet leur donne l'ordre d'appeler tous les châteaux que j'ai filmés pour leur demander lesquels portent plainte. Alors, Versailles, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, tous ceux que j'ai fait, la Madeleine. Et après, le parquet dit attendez, il en a trop fait, c'est trop, on va pas s'amuser à tous les appeler, on va se concentrer que sur les Yvelines. Il y a beaucoup de châteaux qu'il a fait dans les Yvelines, du coup, vous les appelez tous. Les gendarmes appellent tous les châteaux, aucun ne porte plainte contre moi, sauf le château de Saint-Germain-en-Laye. Eux, ils l'ont très très mal pris. Ok. Dans la vidéo a fait des vues et tout, et ils l'ont mal pris. Du coup, eux, ils décident de porter plainte. Automatiquement, les gendarmes m'appellent, vous êtes convoqué à la gendarmerie et ramenez votre drone. Je dis, ah purée. Je dis, ouais, les gars, s'il vous plaît, vous savez pourquoi je fais ça? Le gendarme, il était tellement gêné, trop gentil. D'ailleurs, je le salue, il va se reconnaître. Il m'a dit, moi, je te dis clairement, ça m'embête de t'interroger là-dessus parce que je sais ce que tu fais, je sais pourquoi tu l'as fait. Ça fait plusieurs mois, on enquête sur toi. Et on a épluché tes réseaux sociaux et ton travail est juste incroyable. Ce que tu fais pour la jeunesse, ce que tu fais pour la France, ce que tu fais pour le patrimoine, c'est juste incroyable. Je ne comprends pas que des gens t'embêtent avec ça. Il dit, mais c'est la procédure, je suis obligé. Je veux savoir ce que je vais aller en garde à vue ou pas, que je m'habille chaudement, que je me prépare. Il m'a dit, non, viens avec ton drone, mais par contre, on va te prendre le drone. Je dis, je suis désolé, le drone, je ne le ramènerai pas. Embarquez-moi, enfermez-moi, mettez-moi une amende, mais je ne ramènerai pas le drone. Et je ne peux pas, tu vois. Du coup, il y a un avocat qui m'assiste et il m'a beaucoup aidé. Maître Pierre Godineau, il m'a beaucoup aidé et il a fait en sorte que mon drone ne soit pas pris. 5 heures d'audition, franchement, à la gendarmerie, ils m'ont super bien accueilli. C'était tous là, ils venaient me voir, ils me parlaient. C'est génial ce que tu fais. Très professionnel, très courtois, très gentil, très à l'écoute. On a tout pris bien notre temps pour transmettre le dossier au procureur. Ils ont classé ça sans suite après. Dans la journée, ils ont dit, non, mais vous voulez embêter les gars, vous êtes sérieux, allez arrêter vos conneries. Du coup, le lendemain, j'ai rebalancé la visite Saint-Germain-en-Laye. Ben voilà, c'est eux qui ont porté plainte contre moi. Et bientôt, je vais organiser une visite guidée, une grande visite guidée, avec plein de gens. Et on va aller au château de Saint-Germain pour aller le visiter et les emmerder un petit peu. Parce que je sais qu'ils n'aiment pas quand il y a du monde. J'allais dire, ils sont au courant ou pas de cette visite guidée? Non, parce que je suis allé les voir. Je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas de réseaux sociaux, pas d'Insta, pas de TikTok? Ils m'ont dit, non, nous, on veut qu'il y ait le moins possible de gens possible qui viennent chez nous. Du coup, pas de réseau, on veut pas de gens qui viennent. Ah bon? On va venir. On sera plusieurs. Et je vous préviens, il y aura beaucoup d'Arabes et de Noirs et de femmes voilées. Mais on va venir et je vais leur montrer le patrimoine de France que c'est. Et voilà, quand c'est les racistes comme ça, je dis pas qu'ils sont racistes, je sais pas pourquoi ils font ça, tu vois. Mais j'ai connu le racisme dans certains châteaux, je l'ai senti. Oui, t'arrives, on te regarde de travers. Même quand t'as l'autorisation, par exemple, du service communication du château, t'as les conservateurs qui vont pas aimer. T'es qui? Pourquoi tu viens chez moi? Tu cochais pas les cases qu'il fallait pour toi? Non. Il y a un château dans lequel je suis allé. Malheureusement, le conservateur, limite, je lui tends la main pour me serrer la main. Il me regarde de haut en bas, tu vois. Et après, il me serre la main. Avec moi, il y avait une fille pour un média connu, un média urbain qui était voilée, une africaine qui était voilée, qui faisait un documentaire sur moi. Elle lui a dit bonjour, il lui a mis un vent. Tu vois, des trucs comme ça. Après, j'ai fini par m'énerver, m'agacer. Je dis frère, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis, c'est vous qui avez fait appel à moi. C'est pas moi qui vous ai sollicité. Et en plus, tu nous manques de respect. Tu manques de respect à cette femme-là. Tu manques de respect à mon équipe. C'est à moi que tu manques de respect, tu vois. Et c'est comme ça. C'est que j'arrive. C'est pour ça qu'Amine le Conquérant, j'arrive, je suis pas en terre conquise. Je suis toujours en train de batailler contre les idées reçues, contre les préjugés, contre le racisme, tu vois, contre toutes ces choses-là. Là, dis-toi que ça fait 1 an que je fais ça. Sur tous mes réseaux rassemblés, mes réseaux sociaux, presque 500 000 followers. On parle de moi dans quasiment tous les médias. C'est un truc de ouf. Mais malgré tout, t'en as qui... Ouais, c'est bizarre. Le rebeu, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Mais qu'est-ce qui se cache, frère? Je montre le patrimoine de France. J'essaie de créer des liens et des ponts entre les gens qui n'ont pas forcément accès, qui ne pensent pas y aller. Combien de gens passent devant les châteaux, ne les visitent pas? Et les châteaux qui sont en perte de vitesse, qui galèrent au niveau de la communication. Il y a quoi de mal à ça, en fait, tu vois? Qu'est-ce qui vous étonne? Et voilà, c'est souvent les problèmes auxquels je suis confronté. On revient à ton combat initial avec ton engagement.
de ce que tu fais, ton amour pour la France que tu nous as exprimé, ton éducation, ce qui fait que depuis jeune, tu es aussi dans le combat, tu veux t'en sortir, tu veux trouver ta voie. C'est quoi tes moteurs dans cet engagement? Tu vois, de montrer le patrimoine de France, de toi aussi dire « j'existe, c'est pas parce que je suis racisée que je n'aime pas la France qui est mon pays et que je n'ai pas le droit de parler de la France ». C'est quoi qui t'anime au quotidien? En fait, il y a plusieurs choses. Je te dis la vérité, en toute honnêteté, des fois, j'ai envie d'arrêter. Ça me saoule. Parce que des fois, en fait, tu te manges des trucs dans la gueule, c'est incroyable. Là, avant-hier, là, je sais qu'il y a un mec qui me cherche pour m'égorger. Il a dit « je veux t'égorger ». Il a discuté avec des gens, en fait, des followers à moi, sont rentrés dans son Instagram, ont discuté avec lui pour lui tirer les verres du nez. Tu vois, ouais, Amine, c'est vrai, c'est pas bien ce qu'il fait. Il a envoyé des vocaux, je te les ferai écouter après. Il a dit, ouais, Amine, il faut l'abattre. Il faut pas qu'il existe, ce mec-là. C'est pas normal. T'as des mecs qui se prennent pour des templiers pendant les croisades, qui menacent. On va te fumer, espèce de sarrasin musulman qui vient envahir la France. Les mecs, ils ont rien compris à l'époque à laquelle on vit. Ils ont rien compris à la France et à ce que c'est que la France. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand de l'autre côté, je reçois des messages où il y a des personnes, là encore une femme m'a envoyé un message, elle m'a dit « Amine, je suis une personne en situation de handicap, je ne peux pas me déplacer, mais tes vidéos me font voyager. » Ok, c'est pour ces gens-là qu'on va se battre. C'est pour ces gens-là. Et pour montrer aussi voilà, que la France, ce n'est pas ce qu'eux disent, tu vois. Il y a beaucoup de Français de souche, des Blancs, comme on dit, qui me disent « Amine, nous, on n'a rien à voir avec ça. » Je dis « Vous n'avez rien à voir avec ça, je n'ai jamais parlé de vous. » Je dis « Moi, c'est une catégorie de connards que je vise. Quand je parle du racisme, ce n'est pas vous. » Et je sais très bien que j'ai votre soutien, j'ai votre appui parce que vous êtes des vrais patriotes. Vous aimez la France, tu vois. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. Toi, tu es un patriote aujourd'hui, tu te considères comme un patriote? Bien sûr, quand je vais dans d'autres pays à l'international, ça me fait chier de parler anglais. Pourquoi on doit parler anglais et pas parler français? Alors que la France a souvent dominé le monde à ce niveau-là, tu vois. Et ça me fait chier, tu vois. Et du coup, voilà, on essaie d'être des ambassadeurs de la France. Moi, à travers mes châteaux, je sais que mes vidéos sont beaucoup vues à travers le monde, en Europe, tu vois. On met en avant un petit peu ça, tu vois. C'est-à-dire, regardez en France les beaux châteaux qu'on a, tu vois. Et je dis au raciste, il y a un raciste avec qui j'ai discuté, je dis, pourquoi tu m'attaques? On met en avant le patrimoine de France. Si tu es un patriote, comme tu dis, que tu aimes la France, pourquoi tu m'attaques? Oui, mais parce que tu es musulman, nanana. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que c'est tes affaires? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les musulmans? Oui, mais vous êtes des terroristes. J'ai dit, ah bon, on est des terroristes? Tu te rends compte, si tous les musulmans de France étaient des terroristes, ce serait la guerre, frère. Une minorité, t'en as fait une majorité. Parce que t'es con, tout simplement. Et que tu connais pas vraiment de gens musulmans, des Maghrébins, des Africains, des gens du monde entier qui peuvent vivre avec toi, qui veulent juste de l'amour, de la fraternité, qui veulent vivre dans leur coin, tranquille, qui veulent juste être heureux, tu vois, et qui veulent faire du bien autour d'eux. À quel moment on t'a parlé de ça, tu vois? Et c'est des gens à qui on a du mal à exprimer. Et ça, c'est le racisme que tu reçois au quotidien, notamment des commentaires sur tes vidéos, les menaces, etc. Ça a un coût. Cet engagement auprès de la France, ça a un coût. Et pourtant, tu continues. Tu commences à être reconnu aussi par la profession. Juste après, là, tu vas rencontrer Stéphane Bern, par exemple. Ouais. Tu as un peu le Stéphane Bern franco-marocain 2.0 aujourd'hui. Non, je pense que non. C'est comme quand tu vois un jeune joueur commencer au foot, on dit c'est le Zidane. Non, il n'y a pas de Zidane, c'est Zidane. Stéphane Bern, c'est Stéphane Bern. Nous, on arrive en complémentarité, tu vois. T'es humble. Non, mais c'est vrai. Après, c'est la vérité. Tu vois, Stéphane Bern, on va dire qu'il nous a ouvert la voie. Et Stéphane Bern, je vais le dire vulgairement, c'est un mec qui a des couilles. Tu vois, comment il m'a défendu sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Il n'a pas hésité à dire Amine, nana, alors que tu vois l'image qu'il a et tout, et il l'a dit clairement. Il a dit Amine, je ne supporte pas ce que tu subis sur les réseaux et tout ça. Et il a vraiment pris ma défense. Tu vois, il m'a envoyé des messages, on a beaucoup échangé. Bah, du coup, là, voilà, il a provoqué une rencontre, il voulait qu'on se voit. Tu vois, moi, je voulais absolument le voir, mais j'ai jamais voulu le déranger ou lui dire ouais, viens, on se voit, Stéphane. Tu vois, non, tranquille, quand tu voudras, il n'y a aucun problème. Et là, voilà, c'est arrivé, c'est tout à l'heure, tu vois. Et je ne suis pas le Stéphane Bern 2.0, non, je sais que le Parisien, ils avaient dit ça sur moi. Non, c'est juste que on va dire que c'est complémentaire de ce que fait Stéphane Bern, tu vois. Il vise une certaine catégorie de la population, moi j'en vise une autre. Tu vois, c'est un travail complémentaire qu'on fait, tu vois. Pour ouvrir les esprits, pour raconter la France. Exactement, tu vois. Et surtout montrer la voie et que les gens se disent, on peut être musulman, marocain, malien, congolais, sénégalais, peu importe, et aimer la France. Parce que c'est notre pays, on est né en France. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui commentent, qui débattent, qui participent à En vrai le podcast des engagés, c'est quoi le message que tu voudrais leur faire passer? Le message, c'est qu'il faut savoir que la France, c'est notre pays. Tu vois,
On n'est pas ici comme des squatteurs, on est français. Les rois de France ont instauré le droit du sol. Tu es né en France, tu es français. Cherche même pas. Nous, on a essayé de nous faire grandir avec cette idée qu'on n'était pas français, qu'on était des étrangers. Beaucoup de médias le rabâchent souvent. Mais non, en fait, on est français, tout simplement. Il faut qu'on soit fiers d'être français, tout comme les Américains sont patriotes. Tu vois, les Américains, le drapeau partout. Nous, on ne sort pas le drapeau français. Pourquoi ? Parce que tu as un parti politique qui a pris le drapeau français comme logo. Tu vois, je ne vais pas te dire qui c'est, tu as compris. Et du coup, on n'a pas envie de se dire, non, notre emblème, c'est le drapeau de France, on est assimilé à ça. Alors que pas du tout, tu vois. Il faut être fier d'être français. Tu vois, on a un pays incroyable, avec toutes ces cultures, toute cette diversité. Et ça, il faut en être fier, tu vois. Toi, tu es fier d'être français aujourd'hui. Bien sûr, carrément. Et tu le revendiques. Je le revendique et je le dis dans toutes mes vidéos. Et même les mecs qui m'insultent, des fois j'essaie de débattre avec eux, mais c'est peine perdue parce qu'ils sont cons. Mais je leur dis, qu'est-ce que tu vas faire ? Vraiment, vas-y, si on pose le débat là, quelques minutes, toi et moi, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas pouvoir, là, t'es derrière ton téléphone et avec ton compte Instagram, tes réseaux, nous faire partir, nous, tous les musulmans de France, tous les étrangers de France, est-ce que tu vas réussir, toi, à nous faire partir ? Tu vois ce que je veux dire ? Au lieu de se dire, tiens, on va vivre heureux, vivre ensemble, apprendre à nous connaître, à nous aimer, toi, non, tu veux déclencher la guerre. Et tu vas faire quoi ? Il y a des mosquées partout en France. Il y a des boucheries halal partout en France. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as des mosquées, tu as des églises, tu as des synagogues dans le même quartier, dans la même ville. Tu vas faire quoi ? Tu vas en brûler 2 sur 3 ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est débile. Ton raisonnement est complètement débile. Mais je pense qu'avec le temps, ça va disparaître petit à petit. On va venir. Des Amine le Conquérant, il y en aura plusieurs et chacun dans un domaine. Moi, dans les châteaux, certains chacun dans son domaine, je pense qu'on va y arriver petit à petit. Amine, dernière question et merci de nous avoir accordé ce temps aujourd'hui. À ta place, dans quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, peut-être quelques mois, il y aura quelqu'un d'autre. Un autre engagé, un autre passionné qui nous parlera avec vérité. C'est quoi la question que tu aimerais poser à cet engagé ? Je ne peux pas te dire qui c'est. Je ne peux pas te dire si c'est un homme, une femme, un parti politique, un militant, comme toi, un artiste. Ouais. Dis-nous. Je rigole, j'allais te dire une connerie. J'allais dire, ouais, d'où te vient toute cette énergie ? Ah oui ? Petite référence. Tu connais la rêve ? Je connais. Tu sais, quand t'as rien à dire. Non, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine dans l'engagement des gens, c'est d'où ça leur vient. Pourquoi, en fait ? Et qu'est-ce qui leur... Tout comme moi, pourquoi ? Et qu'est-ce qui fait que je continue le combat et que je ne m'arrête pas ? Tu vois ? Des fois, je me pose la question. Je suis comme ça, je me dis, qu'est-ce qui fait que je continue à me battre contre ces gens-là et à mettre en avant le patrimoine de France, sachant qu'il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas. Tu vois, le pourquoi du comment, c'est vraiment ça, tu vois. Pourquoi tu fais ça et qu'est-ce qui te fait tenir ? Merci beaucoup, Amine. Longue vie à Amine le Conquérant. Merci beaucoup. Merci de nous régaler avec tes vidéos, de nous éduquer aussi parce qu'on en a besoin. Et merci d'aimer notre pays, notre beau pays qu'est la France. Exactement, et vive la France. Merci Amine, merci à vous de nous avoir regardés. À très vite dans En Vrai, le podcast des engagés. Vous vous abonnez, vous partagez, vous vous engagez. On a besoin de vous et ça c'est important. À très vite.